Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée Un monde différent ou la révolution du sentiment. Pourquoi ce titre? Je commence par la première partie, un monde différent. Pourquoi un monde différent? Bon, je crois que c'est assez évident. Le monde tel qu'il est aujourd'hui va droit dans le mur. Notre société, notre culture, notre civilisation sont aujourd'hui dans un état de crise généralisée. Il n'y a pas un domaine qui ne soit pas en crise. Et je pense que toute personne, un tant soit peu consciente, un tant soit peu sensée, sensible, aspire à un monde différent. Et plutôt que d'essayer de colmater un navire qui prend l'eau de toutes parts, ce qu'on fait généralement, ce que proposent généralement les politiques, ils proposent de faire quelques réformes pour régler quelques problèmes, mais en gros on continue sur la même lancée. Moi je pense qu'il faut, et c'est l'objet même de cette vidéo, il faut repenser la logique même de notre civilisation pour voir où nous nous sommes trompés et comment nous pourrions vivre différemment, imaginer, mettre en œuvre un monde différent. Alors ce monde différent, en fait, il existe déjà. Il existe déjà à travers les multiples alternatives inventées, mises en œuvre par des précurseurs, des visionnaires, des personnes qui, un peu partout sur la planète, ont créé chacune dans leur domaine de prédilection d'autres manières de vivre. Et donc, si on mettait ensemble toutes ces alternatives, on aurait ce monde différent. Le problème étant que les alternatives sont un peu dispersées. Mais en cumulant, si vous voulez, en mettant en application ces multiples alternatives, on a d'ores et déjà, en tout cas potentiellement, un monde différent. Alors, ces alternatives concernent peu ou prou tous les domaines de l'existence humaine, des questions tout à fait matérielles, à des questions d'organisation de la société humaine. Et si on prend les besoins élémentaires de l'être humain, se loger, se nourrir, se vêtir, nous avons déjà des alternatives. Par exemple, pour la production de nourriture, il existe une alternative, des alternatives, parce qu'on verra qu'il y en a plusieurs, à l'agriculture chimique et intensive qui détruit la planète, qui empoisonne les sols, qui empoisonne les nappes phréatiques, qui empoisonnent l'air que nous respirons. Cette alternative, vous la connaissez, c'est bien évidemment l'agriculture biologique qui interdit les pesticides et les engrais chimiques. Mais il y a mieux, et vous en avez sûrement déjà entendu parler, il y a plus avancé dans l'alternative, c'est la fameuse permaculture. Et la permaculture me semble vraiment un système tout à fait remarquable, tout à fait exemplaire, parce qu'elle redéfinit complètement le rapport de l'être humain avec le monde du vivant. À telle enseigne que, pour présenter ce que je propose dans le domaine psychospirituel, à savoir l'écologie intérieure, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que l'écologie intérieure ?» ou la permaculture psychique, où je m'efforce de montrer que l'attitude permaculturelle et l'attitude de l'écologie intérieure sont rigoureusement les mêmes, avec un objet différent. Et puis, il y a d'autres alternatives. Dans le domaine alimentaire, il y a l'agriculture biodynamique. Et puis, il y a aussi des façons de procéder qui font appel au pouvoir insoupçonné, aux capacités spirituelles de l'être humain. Par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, les gens de la communauté de Findorn en Écosse produisent d'énormes légumes en demandant la coopération des fameux esprits de la nature. Et donc ils dialoguent télépathiquement avec les esprits de la nature et obtiennent effectivement d'énormes légumes. Voilà une alternative peu connue. Ils ne sont pas les seuls du reste à faire ça. Une alternative peu connue, mais tout à fait en avance par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. En avance, mais éternelle, parce que tous les peuples anciens, j'en ai parlé dans ma vidéo « Comment dialoguer avec les êtres de la nature »,
tous les peuples anciens connaissaient l'existence des esprits de la nature et coopéraient avec eux. Deuxième domaine où existent toutes sortes d'alternatives, un des besoins élémentaires de l'être humain, se loger, la construction écologique qui permet d'utiliser des matériaux sains, si possible locaux, non polluants, et puis qui va dans le cadre de la construction bioclimatique, l'architecture bioclimatique, d'utiliser l'énergie solaire. Je ne sais pas si vous connaissez les maisons passives. Voilà vraiment une alternative remarquable. Les maisons passives sont des maisons qui n'ont aucune source de chauffage et qui se chauffent uniquement avec le solaire grâce à une isolation extrêmement renforcée avec double voire triple vitrage et grâce à des matériaux qui vont accumuler la chaleur solaire et la restituer pendant la nuit ou pendant plusieurs heures. Bon, les maisons passives, voilà vraiment une alternative tout à fait remarquable. Mais il y a encore d'autres alternatives. Par exemple, au niveau de la forme des bâtiments, il y a les fameux dômes géodésiques ou dômes hémisphériques, également les ohms et d'autres formes encore, donc des formes innovantes. Et puis dans le cadre de l'autoconstruction, avec des chantiers participatifs, on a aussi toutes sortes d'innovations, d'alternatives qui sont inventées par des particuliers. Je vais passer à une alternative ô combien importante et cruciale aujourd'hui dans le domaine de la médecine. Il existe une alternative, des alternatives à la médecine chimique, qui nous est fortement recommandée, chaudement recommandée par les gouvernements aujourd'hui, et qui nous rend dépendants des multinationales du médicament, avec tous les risques que cela comporte, avec les fameux effets secondaires. Et on sait qu'il y a eu, au cours des dernières années, des dernières décennies, de nombreux scandales sanitaires à cause de médicaments toxiques. Donc les alternatives, elles existent dans le domaine médical, c'est les fameuses médecines douces ou thérapies alternatives. Et là encore, la meilleure médecine est de ne pas tomber malade. Donc la meilleure des alternatives est tout simplement de mener une vie saine, le respect des lois de la vie naturelle, de la vie saine, une alimentation appropriée, respirer un air sain, vivre dans la nature et de manière naturelle. Alors je vais passer au domaine de la venue au monde de l'être humain. Il existe une alternative, des alternatives à la naissance hyper médicalisée, qui est la naissance conventionnelle, pourrait-on dire, c'est l'accouchement naturel. L'accouchement naturel sur lequel Oriane Dufy fera cet été, comme depuis plusieurs années, une conférence dans le cadre du festistage d'écologie intérieure que j'organise tous les ans. Et Oriane Dufy s'est inspirée notamment des deux principaux précurseurs en la matière, qui sont Frédéric Le Boyer, qui a écrit Pour une naissance sans violence, et puis surtout Michel Audin. Et il existe là encore, en amont de la naissance, au moment de la conception, une alternative, des alternatives qui est l'enfantement conscient. Et Elfie Reboulot, avec qui j'ai enregistré plusieurs vidéos il y a quelques années, a écrit un livre précisément sur ce thème, l'enfantement conscient, intitulé L'enfantement conscient, et qui implique de développer des facultés spirituelles en général peu développées chez l'être humain, comme la télépathie, et elle propose aux mères de développer une connexion télépathique, un lien télépathique avec l'âme de leur futur enfant qui s'apprête à s'incarner en elle. Je vais passer à l'éducation. Après la naissance, l'éducation.
Il existe là encore, vous le savez, de nombreuses alternatives à l'éducation conventionnelle. Et les méthodes Montessori, Freinet, Waldorf-Steiner en sont des exemples, mais il en est d'autres. Et puis, il existe aussi d'autres alternatives mises en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'instruction en famille, comme les apprentissages autonomes. Là encore, une pléthore d'alternatives dans lesquelles on pourra piocher, entre lesquelles on pourra faire la synthèse. Mais l'alternative n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas limitée au mode de vie. Cela concerne aussi les questions fondamentales de gestion des sociétés humaines. Donc il existe des alternatives dans le domaine économique et dans le domaine politique. Dans le domaine économique, ce sont en particulier les théories et les pratiques de nos amis les décroissants. Renoncer à la croissance du PIB, c'est un peu un blasphème pour les économistes conventionnels, les économistes mainstream. C'est pourtant ce que proposent concrètement les adeptes de la décroissance et de la simplicité volontaire. D'ailleurs, dans la revue La Décroissance, il y a tous les mois une rubrique simplicité volontaire où des gens montrent comment ils peuvent vivre avec peu et être de plus en plus autonomes. Il existe d'autres alternatives, bien sûr, dans le domaine économique. Ce sont les différentes et nombreuses monnaies alternatives, ou par exemple les processus de partage qui reproduisent ce que nos anciens, dans les tribus ou les peuples premiers, pratiquaient et connaissaient déjà. Dans le domaine politique, il existe de nombreuses alternatives au système passablement insatisfaisant et injuste que nous connaissons aujourd'hui. Il n'existe pas que le système actuel de démocratie représentative ou démocratie indirecte, mais toutes sortes de systèmes de démocratie directe. Il n'existe pas que le régime présidentiel, des régimes parlementaires, etc., etc. Une très grande variété de modes de gestion des sociétés humaines. Et en particulier, je voudrais attirer l'attention sur le remarquable travail d'Étienne Chouard, qui propose des ateliers constituants où les simples citoyens que nous sommes inventent leur propre constitution, avec l'idée que ce n'est pas aux responsables politiques d'inventer et d'écrire la constitution, parce qu'ils vont nécessairement écrire un texte qui va les avantager et pérenniser leur pouvoir, mais aux citoyens eux-mêmes de le faire. Et puis il existe de nombreuses autres alternatives, comme les conférences de citoyens et les systèmes de démocratie participative. Et voilà, ils sont extrêmement variés, mais les médias, évidemment, ne nous en parlent pas. Et cela m'amène à la question, pourquoi ne vivons-nous pas dans un monde différent où les alternatives ont pris le pouvoir? Il existe certes des lieux, comme les fameux éco-villages, les communautés, les collectifs, les éco-hameaux, où les alternatives sont concentrées. Et donc dans ces lieux, si vous allez dans un éco-village, vous verrez un très grand nombre d'alternatives qui sont appliquées, qui sont mises en œuvre. Il existe aussi des régions alternatives. J'en ai listé 5 en France, qui sont des régions de petites montagnes, pour 2 raisons, parce que le foncier y est beaucoup moins onéreux, et puis ce sont des régions où la nature est encore préservée. Mais fondamentalement, nous ne vivons pas dans un monde différent. Les pouvoirs en place ne sont pas très intéressés par l'alternative et combattent, ou en tout cas mettent des bâtons dans les roues aux personnes qui voudraient mettre en place des alternatives, créer et amener sur Terre un monde différent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont une autre manière de voir. Les personnes qui aujourd'hui ont le pouvoir sur Terre ont une toute autre idéologie
qui ne va pas du tout dans le sens de l'alternative. Et donc il me paraît intéressant, si je puis dire, de connaître l'adversaire, c'est-à-dire de comprendre ce qu'ils ont dans la tête, et donc vraiment de démonter, si je puis dire, le mécanisme de l'alternative et de l'inverse de l'alternative, l'idéologie conventionnelle, le fonctionnement conventionnel. Donc je vais vous proposer dans le reste de cette vidéo de réfléchir aux différences entre les deux manières de voir l'idéologie mainstream et la manière de voir alternative. J'ai listé, si vous voulez, 3 différences fondamentales. La première différence est l'attitude par rapport à la nature. C'est évident, les alternatifs se mettent à l'écoute de la nature, sont à la fois respectueux et à l'étude de la nature, tandis que les partisans des systèmes conventionnels s'en foutent un peu, si vous voulez. Ils ont des idées toutes faites, une idéologie. Leur but est fondamentalement de gagner le plus d'argent, donc d'exploiter la nature, et ils ne cherchent pas particulièrement à l'étudier, sauf à obtenir, comme toujours, de meilleurs rendements, une rentabilité maximale. Bon, c'est bien évident, par exemple, la permaculture est fondée sur l'étude approfondie du biotope, de l'écosystème. Avant de mettre en place la permaculture sur un terrain, le permaculteur ou la permacultrice va faire ce qu'on appelle un design permaculturel, va étudier attentivement qu'est-ce qui se passe sur son terrain de manière approfondie pour adapter, parce que la permaculture, c'est pas des recettes toutes faites, c'est une attitude d'adaptation au réel. De la même manière, par exemple, en médecine, il y a une énorme différence. En médecine conventionnelle, on va appliquer des protocoles, il y a telle maladie, on va appliquer tel remède, voilà, on va recourir à tel médicament de manière systématique. Tandis que en médecine douce, le praticien va se livrer à un diagnostic beaucoup plus approfondi, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez le patient, chez la personne malade, pour appliquer des thérapies non invasives, non toxiques, si vous voulez. Et puis, dans le respect des lois de la vie saine, avant d'appliquer mécaniquement un remède, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais donner un exemple perso. Il y a quelques années, je me suis aperçu que à l'intérieur de ma cuisse, j'avais d'énormes rougeurs, d'énormes ronds rouges là, d'une dizaine de centimètres. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me posais la question. Et à l'époque, j'achetais des bouteilles d'eau de source dans les magasins bio, faiblement minéralisées, Montcal, Monroucou. Et un jour, en buvant l'eau de source contenue dans ma bouteille plastique, je me suis mis à la recracher. Je trouvais qu'elle avait un goût de plastique. Et tout d'un coup, j'ai fait le lien. Je me suis dit, est-ce que ces rougeurs aux cuisses ne viendraient pas par hasard du plastique que je suis en train d'ingérer en buvant cette eau? Et comme de toute façon, mon corps rejetait cette eau en bouteille plastique, de toute façon, j'ai arrêté et j'ai remplacé par des bouteilles en verre que je remplis avec des eaux de source que je vais récolter, que je vais recueillir en montagne gratuitement. Et en un mois, ces rougeurs avaient totalement disparu et ne sont jamais revenues depuis. Donc si vous voulez, j'ai établi le lien. Hein, je me suis pas mis une pommade, j'ai pas appliqué de remède, j'ai essayé de comprendre d'où venait le problème. Attitude complètement différente, si vous voulez.
Et ce qui me permet d'en venir à la deuxième différence entre l'approche alternative et l'approche conventionnelle de l'existence humaine, c'est la connaissance ou l'ignorance. Précisément parce que les alternatifs se mettent à l'écoute des phénomènes, essayent de comprendre ce qui se passe, eh bien, ils développent une connaissance approfondie, alors que les personnes qui se comportent de manière conventionnelle, précisément parce qu'ils n'étudient pas ou peu les phénomènes, développent, ont une attitude passablement ignorante, voire irrationnelle, aussi curieux que ça puisse paraître. Je donne l'exemple de l'agriculture, cette fois-ci, pour varier un peu. Je m'en suis rendu compte en voyant il y a quelque temps une vidéo des époux Bourguignon, Claude et Lydia Bourguignon. Je ne sais pas si vous connaissez ces personnes tout à fait remarquables qui se sont spécialisées dans les diagnostics en microbiologie des sols. Et les époux Bourguignon ont été parmi les derniers étudiants dans leurs études agricoles en microbiologie des sols parce que après eux ça a été supprimé. Ce qui fait que les agriculteurs actuels ne connaissent tout simplement pas la microbiologie des sols parce que sinon ils n'emploieraient pas les engrais chimiques et les pesticides qu'ils emploient. Et donc ce que disait Claude Bourguignon, c'est que les sols en agriculture chimique sont morts. Alors qu'un sol vivant, il montrait, est grumeleux, il y a toute une vie, il y a toutes sortes de bestioles et de matière en décomposition qui fait que le sol est vivant. Et il explique que en agriculture chimique, on connaît très peu de choses en fait. On est très ignorant par rapport à la nature du sol, par rapport à la microbiologie du sol, parce qu'on applique des protocoles. Je pourrais donner un autre exemple, par exemple dans le domaine politique. Dans les alternatives, par exemple, que j'ai indiquées, bonjour, que j'ai listées, on se met à l'écoute du citoyen. Au lieu que ce soit un leader suprême, un dirigeant avec un pouvoir quasi absolu, quasi régalien, qui décide pour tout le monde et qui applique des mots d'ordre, des impératifs déterminés par d'autres ou par une idéologie. Donc on se met à l'écoute des citoyens, à l'écoute du peuple, qui fait que on a une connaissance du peuple et des désirs du peuple beaucoup plus fine que par l'application autoritaire, que par l'application qui vient d'en haut de consignes du pouvoir, de consignes décidées unilatéralement. Et j'en viens à la troisième différence fondamentale entre le point de vue alternatif et le point de vue conventionnel, c'est l'autoritarisme, la domination. Les systèmes conventionnels sont des systèmes autoritaires. Par exemple, la naissance. Dans la naissance conventionnelle, l'accouchement conventionnel, la femme est complètement réifiée et infantilisée. Madame Machin, vous faites ci, vous faites ça, il y a des ordres qui viennent du médecin, il y a des protocoles, on applique les protocoles. Alors que dans l'accouchement naturel, la femme va être beaucoup plus respectée, non violentée, traitée de manière douce, encore une fois respectueuse, et à l'écoute d'elle-même et de son propre fonctionnement. Dans le domaine agricole, il y a une violence inouïe, une brutalité, puisque on va exterminer les animaux dits nuisibles, les plantes considérées comme des mauvaises herbes, alors qu'en permaculture, on les considérera comme des plantes adventices qui enrichissent le terrain, si vous voulez. Dans le domaine éducatif, c'est pareil. Dans l'éducation conventionnelle, on donne des ordres aux enfants, on détermine la manière dont ils vont apprendre. C'est un fonctionnement extrêmement hiérarchique,
autoritaire, brutal. Tandis que dans les méthodes alternatives, on demandera beaucoup plus à l'enfant quel est son désir, ce qu'il souhaite étudier à tel moment. On sera à la fois beaucoup plus doux, respectueux et à l'écoute de l'enfant. Et encore une fois, je reprends les 3 points, à l'écoute de l'enfant en l'occurrence, à l'écoute du vivant, connaissant le vivant et respectueux du vivant, sans brutalité, domination, autoritarisme ou totalitarisme. Voilà les 3 points qui, à mon avis, différencient vraiment le point de vue mainstream, le point de vue conventionnel et le point de vue alternatif. Et puis, à mon avis, il y a un facteur explicatif qui est à l'origine de ces différences. Et pour déterminer ce facteur explicatif fondamental, ce facteur racine, si vous voulez, je vais poser cette simple question que je me suis souvent posée. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur, dans l'esprit et dans le psychisme, d'un agriculteur qui répand sur ces terres des produits toxiques qui vont empoisonner la terre, l'eau, l'air, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit d'un éleveur qui emprisonne des animaux et les fait souffrir atrocement dans un élevage en batterie? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit d'un laborantin qui fait des expériences incroyablement cruelles sur des animaux dans un laboratoire? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit d'un industriel qui, pour gagner le maximum d'argent, se dispense de dépolluer les rejets de son usine et va les déverser dans un cours d'eau ou directement dans l'atmosphère? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit d'un responsable politique qui va voter une loi liberticide, ce qu'on appelait autrefois une loi scélérate, une loi inique qui va à l'encontre du bien commun, de la justice et des principes fondamentaux de la République? La réponse à toutes ces questions est toujours la même. L'être humain ne se conduit de manière immorale que s'il est coupé du ressenti. C'est la déconnexion du ressenti, la coupure du sentiment qui est la cause des comportements immoraux. Tout simplement parce que si l'être humain, ou quand l'être humain est connecté à lui-même, à son cœur, à sa conscience, à son ressenti, il ne peut pas se comporter de manière injuste ou immorale. Et je crois que nous tenons là, avec la question du sentiment, la clé majeure d'évolution et d'éveil de l'humanité. Je crois que là, nous tenons la clé explicative de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, ce monde pollué, froid, robotique, technocratique et bureaucratique n'est possible qu'à cause de la coupure du sentiment, de la déconnexion du ressenti, que de l'éloignement de la sensibilité qui caractérise notre humanité, en tout cas occidentale. Et du coup, la solution est la reconnexion à la sensibilité. Donc la sensibilité, vraiment, pour moi, est le facteur explicatif majeur dont on ne parle jamais, dont on ne parle pas dans le marxisme, dans les doctrines matérialistes, et qui explique là où nous nous sommes trompés, à mon avis.
Voilà pourquoi, me semble-t-il, il faut développer une culture du sentiment, et je parlerai même de révolution du sentiment, qui est ce changement comportemental majeur qui consiste à vivre, à penser, à parler à partir du cœur, à partir du sentiment, à partir de l'être intérieur. Donc c'est également une révolution spirituelle. Je dirais même que c'est la véritable révolution spirituelle, parce que la spiritualité ne consiste pas à croire en des dogmes, à appliquer des rituels, à se conformer encore une fois de manière parfaitement robotique, mais à vivre, à parler, à agir à partir du cœur, à partir de son propre ressenti. Donc toute la question est comment effectuer cette reconnexion au ressenti. Je précise que ce que j'appellerais culture du sentiment ne doit pas être confondu avec la sensiblerie, la mièvrerie ou l'hypersensibilité, qui sont des fonctionnements finalement extrêmement émotionnels. La culture du sentiment, le fonctionnement à partir du sentiment, consiste à dépasser le stade émotionnel, justement pour entrer en contact avec son être véritable, son cœur, sa conscience. Parce que conscience et sentiment ne font qu'un. C'est à partir du moment où on entre en contact, au-delà des émotions, avec son sentiment, qu'on est véritablement conscient des situations. L'intelligence ne procède pas du calcul ou du raisonnement. C'est l'erreur des rationalistes que de croire que par la raison on va changer le monde. Non, c'est par le sentiment, c'est-à-dire véritablement par la conscience, qui ne procède pas du raisonnement, mais qui procède du ressenti immédiat, de la perception globale, et je dirais intuitive des situations. Ce qui n'exclut pas l'intellect, mais véritablement c'est un autre fonctionnement humain. Et ce fonctionnement humain, ce que j'appellerais culture du sentiment, c'est pour moi la clé pour sortir de l'impasse. Alors, comment effectuer cette reconnexion? Eh bien, en explorant, en abordant le territoire psychique, c'est-à-dire en allant à la rencontre de nous-mêmes. En allant à la rencontre de nous-mêmes, on va découvrir toutes sortes d'émotions en nous-mêmes, de peur, de tristesse, de colère, et parfois on va tomber sur la joie, l'enthousiasme, l'amour universel, inconditionnel, etc. Mais pas toujours. Là est le problème. Parce que si vous voulez, là il y a un écueil fondamental, une erreur, qui est de ne vouloir se focaliser que sur le sentiment, que sur la joie, que sur l'amour, pour être une belle personne, et de nier, de refouler, de rejeter les émotions névrotiques, les émotions problématiques, de faire comme si elles n'existaient pas. Et c'est l'erreur qu'on voit de manière très générale, très majoritaire dans les milieux spirituels, où pour être une belle personne, un bon spirituel, une bonne spirituelle, on va faire comme si les émotions problématiques n'existaient pas, d'autant plus qu'en général on ne sait pas trop quoi faire avec ça, donc on va effectuer ce que j'appellerais une espèce de dictature de l'amour, une dictature du sentiment, où on évacue, où on nie, où on refoule, on se débarrasse, comme on se débarrasse des miettes sous le tapis, on se débarrasse des émotions perturbatrices, des émotions gênantes. Donc c'est pas du tout ce que je propose. Et j'ai beaucoup parlé de ces sujets dans 3 vidéos que j'ai fait depuis une année. Donc le pouvoir de la sensibilité, qui explique effectivement en quoi la sensibilité est essentielle, et puis se libérer du totalitarisme intérieur, le danger que je viens d'indiquer, et de l'ombre à la lumière. Alors, comment éviter cette impasse? Comment aller à la rencontre, sans peur, précisément, de nos peurs, de nos tristesses, de nos colères?
par ce que j'appelle l'alchimie émotionnelle, la transmutation émotionnelle, qui est un processus parfaitement naturel, spontané. C'est le processus même de guérison des émotions. Donc si on guérit ces émotions, j'allais dire en les fréquentant, en les reconnaissant, en les acceptant, elles se transmutent spontanément en bien-être, en sagesse, en joie, en sérénité. Et donc je vous renvoie là à ma vidéo qui s'appelle « Comment transmuter les émotions » sur la partie pratique, sur la manière de faire concrète. Et du coup, si vous voulez, grâce à l'alchimie émotionnelle, la transmutation des émotions, nous disposons d'une solution, d'un outil, d'une méthode, d'une solution à la dictature des émotions. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fonctionne à partir du sentiment? Quand on fonctionne à partir du sentiment, il y a 3 conséquences. Premièrement, on fonctionne avec bonté, précisément parce que quand on fonctionne à partir du cœur, on ne peut pas être dur, on ne peut pas être rejetant, on ne peut pas être injuste. Et précisément, quel est le problème actuel? C'est la dureté et l'injustice de nos gouvernants, de nos gouvernements, des lois très dures, très contraignantes qui nous sont imposées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'imagine que vous voyez de quoi je veux parler. Donc quand on fonctionne à partir du sentiment, on est bon, et la bonté est essentielle. Deuxième conséquence, on est sage. Quand on fonctionne à partir du sentiment, on devient créatif, on devient intuitif. On improvise à chaque instant la réponse juste, la réponse adéquate, parce qu'on est connecté à notre sagesse intuitive, à notre sagesse intérieure, à notre intuition. Et troisième conséquence, on est libre. On est créatif, et donc on est plus susceptible d'être manipulé et de se soumettre à des systèmes idéologiques, hiérarchiques, autoritaires, à des systèmes totalitaires au final, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient matérialistes, si vous voulez. On est libre, on est inventif, on est créatif, on est poète, on a accès à sa fantaisie, sa sensibilité, voilà, à toutes les merveilles, sa créativité artistique, toutes les merveilles que porte potentiellement en lui l'être humain. Voilà pourquoi c'est une révolution ontologique, une révolution spirituelle, que la révolution du sentiment. Cette nouvelle culture à inventer, à mettre en œuvre, et qui n'est pas la bien-pensance. Qui n'est pas la bien-pensance pseudo-spirituelle par laquelle on veut forcer le sentiment, forcer l'amour, pour être conforme à un code, à une idéologie, à une comédie finalement, et par laquelle on devient faux et hypocrite. Quand on est connecté à son cœur, ça c'est le grand secret, quand on est connecté à son cœur, à son sentiment, on est spontanément altruiste, spontanément social et sociable, sans avoir besoin de se conformer aux règles qui nous coupent de nous-mêmes et qui font que du coup on n'est plus connecté à notre conscience, à notre sentiment, à notre créativité. Alors j'ai dit beaucoup de choses, j'ai abordé énormément de questions, je suis conscient que cette vidéo est complexe et pas forcément facile à intégrer comme ça du premier coup. C'est la raison pour laquelle j'ai donné un certain nombre de références à d'autres vidéos que j'ai fait par ailleurs qui peuvent compléter et éclairer les différents sujets que j'ai abordés là dans cette vidéo. Et donc, bon voilà, je vous invite à vous y référer et à approfondir ces questions, enfin l'ensemble des questions que je vais aborder, parce que c'est absolument fondamental. Il est question de savoir, 1, si nous allons survivre, et 2, si nous allons être en mesure de créer, inventer, mettre en œuvre une civilisation alternative, une nouvelle civilisation, fondamentalement différente de la civilisation désastreuse, civilisation décadente que nous vivons aujourd'hui, civilisation matérialiste, voilà, pour mettre en place réellement une civilisation qui permettra de changer le monde. Voilà.
Tout ceci est vaste et ambitieux, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Nous devons aujourd'hui, si nous voulons survivre, si nous voulons nous sortir de l'impasse actuelle, aborder toutes ces questions et ne pas nous en... comment dire, ne pas faire la politique de l'autruche, ne pas fuir les questions civilisationnelles, parce que de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. C'est ça ou continuer dans le désastre actuel. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.